arrondissement du Sud-Ouest. La séance va se dérouler en français, mais les gens qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire en s'adressant à la commission. This meeting will be held in French, but anyone who wishes to address the commission or to ask a question in English is welcome to do so. Je m'appelle Marie Lié, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. La commission est également composée de Mme Danielle Cassara et de M. Jean Cahouette, ici présents. La commission est appuyée dans ses travaux par M. Akosh Verbocci, qui agira à titre de secrétaire analyste de la commission. À la table d'accueil, vous avez eu le plaisir de rencontrer Christelle Lollier-Théberge et Laurent Lafontant. M. Gilles Vigilant, attaché de recherche et de documentation à l'Office, est la personne que vous devez contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Les coordonnées de l'Office sont indiquées dans le dépliant que vous retrouvez à la table d'accueil. Et je signale aussi qu'à la logistique, nous comptons sur le travail de Mme Brunelle-Amélie Bourque. Je profite aussi pour souligner la présence dans la salle de M. Luc Doré, secrétaire général de l'Office. L'assemblée de ce soir est enregistrée et sténographiée. C'est Mme Louise Philibert, à la gauche, qui s'occupe de la sténographie. Je souligne que tout ce qui sera dit au cours de l'audience sera transcrit et les transcriptions feront partie du dossier de la documentation disponible à la fois en ligne sur le site Internet de l'Office et dans ses bureaux en format papier. Je vous signale que l'ouverture de la séance, les présentations de projets faits par les représentants de la Ville de Montréal et du promoteur sont web-diffusés sur les réseaux sociaux. J'en profite pour saluer les gens qui participent à cette séance en distance. Quelques mots maintenant sur l'Office et la consultation publique. Une consultation est destinée d'abord aux citoyens, et citoyennes évidemment, qui ont le droit d'être renseignés sur un projet susceptible de modifier leur cadre de vie. Ils ont aussi le droit de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus relativement à ces projets. L'Office a pour principe de base de procéder de manière crédible, transparente et efficace. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Régi par la Charte de la Ville, l'Office de consultation publique est toutefois une entité distincte et indépendante. Toute personne qui préside une commission ou qui en fait partie comme commissaire s'engage à respecter un code de déontologie des commissaires dont vous pouvez obtenir copie soit à la table d'accueil ou sur le site Internet de l'Office. Le 27 mars 2017, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement P17040 pour permettre la réalisation du projet qui vous sera présenté dans quelques instants. La consultation, menée en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, porte sur le projet de démolition de deux édifices situés au 2155 et au 2175 rue Saint-Patrick et la construction d'un nouveau bâtiment à des fins résidentielles, commerciales et communautaires. L'Office a fait distribuer un dépliant d'information dans le secteur autour du site. De plus, des avis publics ont été publiés dans les journaux et la documentation pertinente est disponible au public sur le site, de même que sur place au bureau de l'Office. Les responsables du promoteur et de la Ville de Montréal sont ici ce soir pour présenter le projet et répondre aux questions du public et de la commission. Pour le promoteur, nous avons M. Patrick Varin qui nous présentera les personnes qui l'accompagnent. Mme Caroline Lépine, conseillère en aménagement à la Ville de Montréal,
nous présentera aussi son collègue. Ils vous présenteront également les autres experts qui sont avec nous dans la salle pour répondre aux questions de nature technique. 2 mots rapidement sur les étapes de la consultation publique. Une consultation menée par l'Office se fait toujours en 2 parties. Ce soir, c'est la première partie. Elle vise à fournir aux citoyens et à la Commission plus d'informations sur le projet. Ce qu'il faut retenir, on fait de l'information ce soir. Ce n'est pas le moment d'exprimer son opinion, mais plutôt de poser des questions et de s'informer, d'avoir des réponses aux questions soulevées par le projet. La deuxième étape est l'audition des opinions que vous pourrez exprimer. C'est l'étape la plus importante puisque c'est le moment privilégié pour nous faire part de vos opinions, vos préoccupations, voire vos propositions à l'égard du projet. Vous pouvez transmettre un avis écrit sans faire de présentation orale ou encore vous exprimer devant la commission mais sans nécessairement présenter un document écrit. Quelle que soit l'option retenue, vous devez aviser l'Office au plus tard le 1er juin, alors retenez la date, 1er juin, de votre intention de faire une présentation devant la commission. Ceci nous permet de préparer le calendrier des auditions, le soir où on va vous entendre. Pour ce faire, vous devez appeler au 514-872-85-10, tel qu'indiqué dans le dépliant disponible à la table d'accueil. Il est important d'acheminer vos textes et vos mémoires avant le 1er juin, afin que la commission puisse en prendre connaissance à l'avance. L'audition des opinions se fera ici même le 6 juin à compter de 19h et des séances supplémentaires pourraient être ajoutées les jours suivants au besoin. Par la suite, la commission analysera l'information, les commentaires et les opinions exprimées. Elle en fera un rapport contenant des recommandations qui sera déposé au maire et au président du comité exécutif de la Ville de Montréal par la présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier. Le rapport sera rendu quelques semaines plus tard. Les rapports de la commission n'ont qu'une valeur consultative. Les décisions relatives au projet lui-même et au règlement appartiennent aux instances municipales, donc aux élus. Dernier élément avant de procéder aux présentations respectives, en ce qui concerne le déroulement des séances d'information, les représentants de la Ville et du promoteur feront la présentation du projet à tour de rôle. Ils disposent d'environ 20 minutes chacun. Ensuite, il y aura une courte pause au cours de laquelle, si vous désirez poser une question, vous devez vous inscrire au registre à la table d'accueil située derrière vous, à votre gauche. Au retour de la pause, je demanderai à ces personnes, dans l'ordre dans lequel elles se sont inscrites, de venir prendre place ici pour poser leurs questions, soit à la Ville, soit au promoteur. Je vous expliquerai les règles et la procédure plus en détail après les présentations. Enfin, sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photographies et des vidéos pendant les séances pour ses archives ou encore pour utilisation dans ses propres publications. S'il y a des personnes qui ne veulent pas être photographiées ou filmées, veuillez, s'il vous plaît, en avertir les personnes à l'accueil qui prendront les mesures nécessaires. Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, d'éteindre vos cellulaires. Merci beaucoup de votre attention et je nous souhaite une bonne soirée. Alors, je demanderai à la Ville de Montréal, de Mme Lépine, de présenter votre collègue et de commencer la présentation. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bonsoir à tous. Se joint à moi ce soir mon collègue, M. Gilles Galipeau, chargé de projet à la Division de la planification urbaine de la Direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal.
Dans la salle, nous sommes accompagnés aussi de Mme Monique Tessier, chef de la division de la planification urbaine de la direction de l'urbanisme. De la direction de l'habitation, nous sommes heureux d'avoir M. Bernard Cyr, qui est cadre à la direction de l'habitation. Et finalement, de l'arrondissement, nous sommes heureux d'avoir ce soir Mme Julie Nadon, chef de la division de l'urbanisme de la direction de l'aménagement urbain et du patrimoine, ainsi que de M. Martin Paré, conseiller en planification de la division de l'urbanisme de la direction de l'aménagement urbain et du patrimoine. Au cours de la présentation, nous traiterons des sujets suivants. Donc, d'abord, nous ferons un bref retour sur le contexte de la demande du promoteur immobilier. Deuxièmement, nous examinerons le site et son environnement. Troisièmement, nous présenterons le cadre réglementaire actuel. Par la suite, nous explorerons les grandes lignes du projet de règlement, notamment les dérogations qui y sont prévues. Et finalement, nous conclurons en identifiant quelques-unes des opportunités qu'offre le projet en matière de transformation de l'environnement bâti du quartier. Pour débuter, commençons avec un bref historique du projet. Donc, en 2012, le Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest adopte un premier projet de résolution de projet particulier qui autorise la réalisation d'un projet de construction impliquant bâtir son quartier et la Société d'amélioration de Pointe-Saint-Charles. Le projet sera toutefois abandonné, notamment en raison des coûts de décontamination des sols. En 2014, l'actuel promoteur acquiert la propriété et élabore un nouveau projet avec bâtir son quartier et la SOCAM. En 2016, le Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest refuse d'adopter un premier projet de résolution visant à autoriser la construction du projet. Le promoteur dépose ainsi une demande afin que le projet soit examiné et autorisé en vertu de la procédure prévue à l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal. À cet effet, la loi prévoit que le Conseil de la Ville peut, malgré tout règlement adopté par le Conseil d'arrondissement, permettre la réalisation d'un projet d'une superficie de plancher de plus de 25 000 m². À noter que le projet qui vous est présenté dépasse ce chiffre et la superficie de plancher correspond à 31 000 m². Passons maintenant plus spécifiquement au site du projet. Donc, comme vous le savez, le projet se situe dans le quartier Pointe-Saint-Charles, en bordure du canal Lachine. Le site est bordé au sud par la rue Saint-Patrick, à l'est par la rue Island, ainsi qu'à l'ouest par la rue de la Prairie. La propriété accueille actuellement un bâtiment de 2 à 3 étages situé en fond de l'eau, dont le quai de chargement situé à l'arrière empiète sur la propriété gouvernementale de Parc Canada. Le quai fait actuellement l'objet d'un bail. On remarque aussi sur la rue Saint-Patrick, une rangée d'arbres, un alignement d'arbres qui est situé sur le domaine public. Il s'agit de l'emplacement de l'ancienne corderie, la Consumers Cottage. Les bâtiments actuels ont été construits toutefois au milieu des années 20. Il reste donc très peu de traces des bâtiments ayant été occupés par la corderie. Cependant, à l'arrière du bâtiment, on retrouve des vestiges de la corderie. Donc, on y retrouve la chaufferie de l'immeuble et notamment sa cheminée. Et il s'agit, selon le Parc Canada, d'une des ressources rares quant à l'évolution des modes d'énergie industrielle, parce qu'on y retrouve côte à côte des aménagements hydrauliques, un moteur à vapeur et des bouilloires au charbon et au mazout. Si l'on regarde les interfaces du site, donc le site est situé à l'intérieur du périmètre du lieu historique national du Canada, du canal de la Chine. On y retrouve bien sûr la piste cyclable du parc du canal de la Chine qui longe la partie nord du site. Tel que mentionné un peu plus tôt, il y a une partie de l'aire de circulation du quai de chargement qui est située sur la propriété fédérale. Il s'agit d'une profondeur approximative de 10 mètres, la limite de propriété étant sensiblement alignée avec le mur que vous voyez ici que je pointe. Le stationnement est accessible par la rue Saint-Patrick,
ainsi que par la rue Island. Donc, on voit ici la rue Island et l'entrée, la voie d'accès au stationnement. La rue Island est aussi longée par une piste cyclable qui, elle, se prolonge jusqu'à la propriété de Parc Canada. Toutefois, la rue, elle, comme vous le savez, se termine en cul-de-sac à la fin de la propriété. Vous avez du côté ouest un projet qui a été récemment construit, le MIST. Il s'agit d'un bâtiment résidentiel avec certains usages commerciaux, un bâtiment de 6 étages. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une servitude de passage en faveur du terrain qui est présentement visé par le projet sur la propriété du MISC, de manière à permettre la circulation pour se rendre au quai de chargement. Si on regarde maintenant les bâtiments voisins, donc comme on peut le constater, les bâtiments de la rue présentent une architecture assez hétéroclite. Donc, juste à l'est du projet, du site visé, vous avez un terrain vacant. Par contre, immédiatement adjacent à ce terrain vacant, vous avez un bâtiment industriel qui est occupé par Tristan, qui a plusieurs usages, mais principalement industriels. Du côté sud de la rue Saint-Patrick, vous avez ici quelques-uns des bâtiments qui sont présentés. Donc, ce sont des bâtiments commerciaux et industriels qui varient entre 1 et 3 étages, et vous avez quelques lots qui sont présentement des stationnements. Du côté ouest, eh bien, vous avez le bâtiment dont j'ai déjà parlé, qui est le MISC, qui a été récemment construit, bâtiment de 6 étages, et dont la construction a été autorisée par le conseil d'arrondissement en 2012. Si on regarde maintenant quelques projets à proximité qui ont été autorisés, donc vous avez à votre droite le projet Red Path qui est situé un petit peu plus à l'est du site actuellement à l'étude, mais en bordure du canal. Vous avez le Nord de Lec, le Red Path a été converti au début des années 2000. Vous avez le Nord de Lec, qui est un projet un peu plus récent, début des années 2010, qui présente un projet d'ensemble de conversion et de construction. Et vous avez aussi 2 projets à l'ouest du site présentement à l'étude, donc le MISC dont j'ai déjà fait mention. Et vous avez aussi le Walter-sur-Atwater, qui est situé, dans ce cas-ci, un peu plus à l'est de la rue Charlevoix. Tous ces projets présentent une composante résidentielle. Nous vous présentons ici une carte qui illustre l'utilisation du sol en fonction des données qui nous sont fournies par la CMM. Il s'agit de données de 2016. La carte permet de constater qu'il y a quand même une diversité d'utilisation du sol dans le secteur. Si on regarde les terrains en bordure du canal de la Chine, on constate qu'il y a quand même plusieurs lots qui sont maintenant utilisés à des fins résidentielles. D'ouest en est, nous avons le projet Walter-sur-Atwater. Vous avez aussi les habitations Pointe-Saint-Charles, le MIST et le projet Red Path. Du côté sud de la rue Saint-Patrick, comme il a été mentionné un peu plus tôt, nous avons différents usages industriels, commerciaux, ainsi que certains terrains vacants. Passons maintenant au cadre réglementaire actuel. Donc, nous allons débuter avec le plan d'urbanisme. Au niveau des affectations du sol, le plan d'urbanisme identifie le site dans une affectation mixte. Il s'agit d'une affectation qui est caractérisée par une composition variée d'activités, ce qui inclut des commerces, des bureaux, des équipements collectifs et institutionnels, de l'habitation, ainsi que des industries. Bien, il doit s'agir d'industries existantes. Toujours au niveau du plan d'urbanisme, quant à la densité de construction, le site est situé dans un secteur, le secteur 12.9, qui est identifié ici avec le point. Ce secteur se caractérise par un bâti de 2 à 6 étages hors sol et d'un taux d'implantation au sol moyen à élevé.
Au niveau du patrimoine bâti, il est important de mentionner que le site est situé dans un secteur de valeur exceptionnel. Pour ce type de secteur, le plan d'urbanisme vise à assurer l'intégration du bâtiment à son milieu d'insertion et au caractère d'ensemble du secteur, notamment par la procédure de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Nous y reviendrons un peu plus tard dans le cadre de la réglementation de l'arrondissement. Au niveau du patrimoine archéologique, le site est très intéressant. Donc, il y a 3 niveaux d'intérêt qui sont identifiés sur le site. Premièrement, le site archéologique, il y a un premier site archéologique qui a été recensé à la suite de la démolition d'un bâtiment dans les années 90. Il s'agit de la portion nord-est du site, donc la partie la plus foncée. Ensuite, vous avez une deuxième portion du site à l'angle des rues Saint-Patrick et Island qui présente un fort potentiel. Il s'agit notamment de la localisation de l'ancienne maison du surintendant lorsqu'il y avait exploitation par la corderie. Et finalement, le résiduel du terrain présente aussi un intérêt archéologique. Le plan d'urbanisme vise à favoriser la prise en compte des vestiges présentant une valeur archéologique dans la conception ainsi que dans la réalisation des projets de construction. À noter que pendant l'élaboration du projet, le canal d'alimentation a été localisé, qui a impliqué notamment des changements dans la conception du projet. Donc, nous nous rendons à un autre niveau du cadre réglementaire pour aller à la réglementation de l'arrondissement. Ici, vous avez un résumé des grandes lignes de la réglementation de zonage. Donc, dans un premier temps, les usages qui sont présentement autorisés sur le site sont les usages industriels de catégorie I4A. Donc, il s'agit des grandes superficies de production dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances. Et vous avez aussi les usages de catégorie C.7A, qui, elles, correspondent aux entrepôts, à la marchandise, en gros, le transport et la distribution. En termes de hauteur, la réglementation prévoit une hauteur minimale de 9 mètres et une hauteur maximale de 20 mètres. Le taux d'implantation doit se situer entre 35 et 100 de la superficie du terrain et la densité maximale, elle, est de 3,0. L'arrondissement est aussi muni d'un règlement sur les PIA, donc le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Dans le cadre du projet, ce sont les opérations cadastrales, la construction d'un nouveau bâtiment, ainsi que l'installation d'un appareil mécanique au toit qui serait visé par la procédure discrétionnaire. Si l'on regarde plus précisément la réglementation de PIA, nous avons ajouté ici les principaux objectifs et critères du PIA. Il n'était pas possible de vous les mettre dans l'ensemble, mais vous avez les principaux. Donc, le premier est de s'inspirer des caractéristiques typomorphologiques de l'unité de paysage. Le site est situé dans l'unité de paysage rue Saint-Patrick, qui est le 2.14. Il est à noter que selon la fiche de cette unité de paysage, plusieurs caractéristiques typomorphologiques sont caractérisées par des caractéristiques variables dans l'unité de paysage. Deuxième objectif, de contribuer à l'évolution du milieu d'insertion, de favoriser des aménagements sur les toits qui s'intègrent à l'architecture du bâtiment ainsi qu'au paysage de la rue, de favoriser la réduction des nuisances sonores générées par les équipements mécaniques, de favoriser l'accessibilité universelle du bâtiment et finalement de mettre en valeur le caractère unique de la route du parcours riverain en tenant compte de la largeur générale des terrains où se trouve le projet. Nous passons à l'avant-dernière section de notre présentation. Donc, c'est la présentation du projet de règlement P17-040. Ce qu'on vous présente ici, ce sont les principales dérogations. Donc, au niveau des dérogations, vous avez tout d'abord les usages. Donc, nous avons mentionné tantôt que la réglementation prévoyait des usages industriels et du commercial plutôt lourd. Le projet prévoit des usages résidentiels, donc 36 logements et plus, ce qui correspond à du H7. Des commerces et services d'appoint, donc par contre, c'est seulement quelques usages de cette catégorie qui sont autorisés, ainsi que l'usage d'activités communautaires et sociaux
culturelle. Au niveau de la densité, nous avons mentionné que la réglementation autorise une densité maximale de 3,0. Le projet présente une densité maximale de 3,2. Il s'agit d'un indice de superficie de plancher. Pour ce qui est de la hauteur maximale, la réglementation prévoit une hauteur maximale de 20 mètres. Le projet, le premier bâtiment qui s'est situé vraiment à l'angle de Highland et de Saint-Patrick répond à la hauteur qui est exigée à la réglementation. Par contre, pour les bâtiments, les 2 phases qui sont situées du côté en bordure du canal de la Chine, eux présentent une hauteur qui est un peu plus importante, donc à 25 mètres. Ceci est notamment dû à la dénivellation de terrain qu'il y a entre le niveau de la propriété près du canal et le niveau de la rue Saint-Patrick, qui présente une dénivellation de plus de 2 mètres. Autre dérogation, dans le cas de ce projet-ci, on propose une exemption à la procédure de PIA. Par contre, bien sûr, les critères qui ont été présentés initialement ont été pris en compte, que ce soit dans l'élaboration du projet ou dans son évaluation, que ce soit par les différentes instances consultatives. Finalement, au niveau des cafés-terrasses, il y a une dernière dérogation, de manière à les autoriser dans toutes les cours, ainsi que de les autoriser pour des usages restaurants, traiteurs et les activités communautaires et socio-culturelles. Bien que le projet présente des dérogations, on a aussi prévu au projet de règlement, comme vous avez pu le constater, des conditions, donc des éléments auxquels on souhaite que le projet réponde. La première est un maximum de 285 unités résidentielles. Donc, tel que mentionné un peu plus tôt, c'est l'usage est de 36 logements et plus. Par contre, on voulait s'assurer d'avoir un maximum d'unités résidentielles, donc un maximum de 285. Actuellement, le projet en présente 200 et en prévoit 270 environ. Vous aurez le détail par l'architecte. Ensuite de ça, des dégagements minimaux qui varient entre 4 mètres et 10 mètres au pourtour du bâtiment. Donc, du côté du canal de la Chine, ce sera 4 mètres de dégagement et le 10 mètres étant le projet du MIS de manière à favoriser une percée visuelle entre les 2 projets. L'interdiction d'aménager une voie d'accès véhiculaire en bordure de la rue Highland. Donc, il s'agit d'une façon de pouvoir réaménager la rue Highland à d'autres usages et de faciliter l'accessibilité, que ce soit pour les transports actifs. Ensuite, vous avez l'aménagement d'une cour intérieure d'une superficie de 2300 mètres carrés, ce qui correspond à 23 de la superficie du terrain. Vous avez aussi, on exige l'aménagement d'une porte cochère donnant accès à la cour intérieure à partir de la rue Highland, de manière à favoriser le lien entre le site et la rue. Vous avez ensuite le fractionnement du volume de bâtiment à l'endroit où passait le canal d'alimentation. Donc, c'est une des modifications du projet qui a eu cours lors de son phase d'élaboration en lien avec les informations que nous avons recueillies au niveau de l'archéologie. Nous avons aussi exigé des proportions de matériaux qui favorisent la brique, donc de couleur rouge, ainsi que le verre, que ce soit par la fenestration ou par le mur rideau. Vous avez aussi l'interdiction de planter des barrières ou des clôtures qui empêchent le libre accès sur l'ensemble du site. Et finalement, considérant la circulation sur la rue Saint-Patrick, nous avons exigé un niveau sonore à l'intérieur des logements qui doit être inférieur à 40 dBA. Pour conclure, le projet s'insère, selon nous, de manière conséquente dans les réalisations précédentes aux abords du canal de la Chine, notamment avec les dernières constructions qui ont été réalisées, qui présentaient des composantes résidentielles. Et finalement, la réalisation du projet présente des opportunités pour le quartier, notamment la construction de logements sociaux et abordables, l'offre de nouveaux locaux pour les organismes communautaires dans le quartier, donc qui pourront occuper le premier et une partie du 2e étage du bâtiment qui sera au coin de la rue Highland et Saint-Patrick. Le retrait de la voie d'accès automobile sur la rue Highland, qui pourra offrir des possibilités de réaménagement de l'emprise de cette rue. L'aménagement d'un accès piéton
au parc de Canal-Lachine, entre le bâtiment voisin, donc le projet MIST, et celui-ci. Donc, en démolissant le bâtiment qui est présentement, sur le site, ça permettra de pouvoir permettre l'aménagement de l'accès piéton, car présentement, il doit être maintenu pour l'accessibilité automobile pour le quai de chargement situé à l'arrière. Oui. Si on n'est pas capable de le fermer, de sortir l'appareil de la salle, s'il vous plaît. C'est des choses qui arrivent, des fois, on ne sait pas où est le bouton « off ». Madame Lépine, je vous invite à reprendre, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voulez que je reprenne la diapositive? Non, allez-y, on continue. Parfait. Et finalement, le dernier point de la présentation. Donc, le projet permettra aussi la mise en valeur du canal d'alimentation et des vestiges archéologiques de la Consumers Carthage. Premièrement, par l'aménagement, le fractionnement du bâtiment et le report au sol du canal d'alimentation, mais aussi par une cession de terrain qui permettra à Parc Canada de pouvoir mettre en valeur les vestiges qui sont situés sur sa propriété. Merci. Vous êtes rentré dans le temps pile. Merci beaucoup. Monsieur Varin, c'est votre tour pour 20 minutes. Vous êtes prêt? Vous voulez que je fasse les présentations? Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, je présente Antoine Chaloub. Il faudrait rapprocher votre micro, c'est impossible de vous entendre. Bonsoir, je présente Antoine Chaloub de la firme d'architectes Charles Gagnon, qui est dans la salle pour répondre aux questions. Il peut avoir Éric Saint-Pierre d'Architectes Paysage, Madame Viviana Ray-Willis, représentante de l'organisme Duril, et puis Guillaume Bertrand, représentant de la firme Sima pour des études de circulation. C'est M. Chaloub qui va présenter le projet. Merci. Minutes, hein? Alors, vous les travaillez comme vous voulez. Bonsoir. Je vais commencer par un petit énoncé, présentation historique, juste en citant quelques faits historiques vus de l'importance historique du site. Suite à ça, on va parler d'un petit aperçu de la typomorphologie du quartier, que Mme Lépine a mentionné certains éléments. Après ça, on va parler de la valeur architecturale et ensuite la description du projet avec ses points forts. En 1929, le canal est déclaré Est-ce que ça va mieux? Donc, comme je disais, je vais commencer à énoncer quelques faits historiques vu la grande valeur historique du site. En 1929, le canal est déclaré site national historique. En 1970, le canal ferme à la navigation. En 1979, le canal devient un parc historique national. En 1824, la construction du canal est ouverte officiellement. En 1840, il y a eu une ordonnance aux Sulpiciens, qui étaient les seigneurs, de vendre le domaine Saint-Gabriel. Donc, de 1843 à 1878, les seigneurs lotissent les terrains agricoles et commencent à les vendre en lots industriels et résidentiels. En 1846, le début de l'usage de l'eau pour produire de l'énergie. Le Québec était précurseur dans ce domaine. On était les premiers à utiliser l'eau pour la transformer en énergie dans le domaine industriel. En 1853, John Converse installe son usine de cordage. C'est un bâtiment unique de 24 pieds de largeur par 1200 pieds de longueur. C'est un des bâtiments le plus long au Canada, qui a commencé avec le lot de la rue Island jusqu'à la rue Charlevoix. En 1857, la construction de canals de fuite. Les canals de fuite, ce sont les canaux qui amenaient de l'eau vers les sites industriels pour produire de l'énergie.
L'usage principal du site en 1843 jusqu'à 1870, John Converse il fonde son usine de cordage. De 1870 à 1890, le Canada Cordage Factory and Plaster Mill. C'est toujours dans le bâtiment dont je viens de vous citer, le bâtiment de 1200 pieds de longueur. De 1890 à 1948, c'est le Consumer Cordage qui a pris le site. En 1893, le Consumer Cordage morcelle la propriété et commence à la vendre en petits morceaux. De 1900 à 1904, il y a eu le recouvrement de canal de fuite, on ne s'en servait plus. En 1910, c'est un bâtiment de 3 étages en briques qui fut construit sur des anciennes fondations. C'est un bâtiment qui était très intéressant, mais malheureusement, en 1995, ce bâtiment a brûlé. De 1913 à 1949, on remarque une densification de la zone résidentielle. C'est la rue du Centre qui devient la rue principale du quartier. La rue Saint-Patrick demeure industrielle. En 1939, Consumer Cordage loue le bâtiment de briques donnant sur Saint-Patrick, et c'est là que c'est le début du ralentissement de l'ère industrielle commence. De 1949 à 1962, il y a une maison qui était intéressante au coin de Saint-Patrick. C'était la maison du directeur de l'usine. Elle disparaît avec la démolition de plusieurs autres bâtiments. De 1949 à 1953, on construit le 2155 Saint-Patrick. En 1969, on construit l'actuel 2175 Saint-Patrick par Dominion Tools and Metal Products. Quelques conclusions historiques. Donc, dès 1960, avec le déclin des usines, la planification de 1913 à 1949 s'arrête et les résidents les plus mobiles s'en vont vivre en banlieue. Malgré ce déclin de population, attaché à son quartier, s'organise et il va créer des logements communautaires et les coopératives d'habitation qui commencent. Donc, il y a eu un regain de revitalisation d'un quartier et l'ouverture du canal à la navigation de plaisance qui a attiré une nouvelle clientèle. Et avec cette nouvelle clientèle, on amène d'autres défis. On va parler un peu de typomorphologie. Les éléments structuraux majeurs de tout le quartier, bien entendu, ce sont le canal de la Chine, la rue Saint-Patrick. Avec la rue Wellington et la rue Saint-Patrick, les deux rues se caractérisent comme une artère de transit parce qu'elle n'est pas à l'échelle de l'arrondissement. Elle n'est pas accessible par les résidents. Les entrées des maisons qui bordent certaines parties ont leur entrée principale de côté, d'où l'absence de trottoir a rendu cette rue moins piétonne, ce qui renforce le caractère de transit de cette rue. Tout cela fait que sorte le lien entre ces voies et le reste du tissu urbain est très pauvre, ce qui accentue le transit à travers ces rues. Et les rues Charlevoix et Centre demeurent des rues à l'échelle de l'arrondissement et ce sont des voies de circulation à l'intérieur de l'arrondissement. La morphologie du quartier elle se divise en 3 parties. La première partie, c'est le bâti industriel. C'est des bâtiments de grande taille et c'est des grandes parcelles de l'eau qui ont été subdivisées par les Sulpiciens, comme j'avais dit tout à l'heure. La deuxième catégorie, c'est les bâtis résidentiels. Ce sont des plexes de 2 à 3 étages qui ont une vocation mixte. On voit toujours les commerces au rez-de-chaussée et le résidentiel par-dessus. Et finalement, la troisième catégorie de bâtiments se trouve le bâti institutionnel. Je vais vous citer juste
une petite partie d'une étude patrimoniale qu'on a demandé, qui a été effectuée par l'ANCUM. Donc, cette partie, elle est très claire comme conclusion d'une étude qui se trouve sur le site, qui est disponible pour consultation si vous en voulez. Elle se termine par, elles disent, enfin, tout comme le 2155 et les caractéristiques de construction de 2175, ce sont les deux bâtiments visés par la démolition. Les deux constructions sont cohérentes avec leur époque et ne démontrent pas d'innovation ou de recherche architecturale particulière. Il y a des qualités architecturales bien inférieures aux bâtiments démolis en 1995. La somme des informations présentées dans ce document nous amène à conclure que la qualité de construction des deux bâtiments est faible, que le caractère particulier ou unique de leur architecture est faible et que la renommée de leur concepteur est aussi faible. La description du projet. C'est un projet de construction en béton. Ça, c'est bien sûr, on parle du projet proposé actuel. C'est un bâtiment privatif haut de 6 étages avec mezzanine. Il y a aussi un bâtiment de logement pour les logements sociaux haut de 6 étages. Ça, c'est le bâtiment 1 qui se trouve sur Saint-Patrick. Les matériaux utilisés pour les bâtiments sont la brique de couleur aubergine, du verre, du parement métallique de couleur argent et du béton à son état naturel. Tous les garde-corps sont en verre. Le bâtiment social sera construit dans la première phase et les autres bâtiments seront construits par la suite en 2 phases. L'usage du bâtiment privatif est résidentiel et celui de l'autre bâtiment comprend un usage mixte résidentiel et commercial. Dans le bâtiment 1 que vous voyez, il y a des bureaux au rez-de-chaussée et en partie du 2e étage et ensuite il y a des logements sur les 4 derniers étages. L'expression architecturale. Le langage utilisé pour le bâtiment est industriel. Au rez-de-chaussée, l'utilisation de murs rideaux facilite et permet la lecture d'un usage commercial qui est front sur rue pour la maison Saint-Charles. Aux étages, on retrouve le langage punch window qui donne une vocation résidentielle. Donc, ce langage a été utilisé beaucoup aux abords de Canal Lachine. C'était des bâtiments historiquement en masse briques avec des punch windows qu'on appelle, donc des fenêtres individuelles dont se caractérise beaucoup le bâti au bord de Canal Lachine. On retrouve du béton apparent aussi pour morceler les volumes, pour réduire l'effet de masse sur Saint-Patrick. La façade de l'immeuble donnant sur la rue Island comprend une porte cochère qui donne dans la cour intérieure. Celle-ci sera accessible à tous. De plus, une placette accessible de la rue Island sera aménagée afin de mettre en valeur les vestiges historiques du site de Parc Canada. Tout à l'heure, je vais vous montrer un plan d'implantation pour localiser tous ces vestiges et les accès, ainsi que la porte cochère. Toujours dans l'expression architecturale, du côté du canal de la Chine, ces matériaux sont constitués, le même matériau, en briques et verre. La brique débute au niveau du sol de ce côté pour établir un rapport historique industriel des bâtiments d'autrefois. Comme je disais, les bâtiments d'autrefois, la brique commençait à partir du sol et montait sur toute la façade avec des fenêtres individuelles. Aux étages, la brique constitue des cadres qui définissent les plans vitrés sur le canal pour en profiter le plus possible des ouvertures vers le canal. La cassure entre les deux bâtiments rappelle le passage de canal de fuite. Tout à l'heure, je vous ai parlé du canal de fuite qui permettait à l'époque la production de l'énergie à partir de l'eau. Donc, le passage de ce canal de fuite se trouve exactement à la cassure des deux bâtiments. Tout à l'heure aussi, on va le voir sur le plan d'implantation.
Les points forts du projet. La nouvelle proposition de 2175 Saint-Patrick. Le projet comportera 2 bâtiments distincts. Le premier bâtiment A, comportant le pôle communautaire, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui est sur Saint-Patrick, et le deuxième bâtiment B, comprenant des logements privés en copropriété. Les 2 bâtiments seront implantés en bordure des rues Saint-Patrick et la rue Island. Le bâtiment A contient 79 logements sociaux, soit 49 logements de plus que demandé par l'arrondissement dans les règles de l'urbanisme. Sur 200 unités, normalement, on trouve dans les autres projets 30 logements sont exigés par le règlement de la ville. La superficie du rez-de-chaussée du bâtiment A, soit de 22 191 pieds carrés, ainsi qu'environ 6 000 pieds carrés au deuxième étage, seront dédiés aux bureaux et aux locaux des organismes de la Maison Saint-Charles. Les entrées des bâtiments A et B seront complètement séparées. Les 2 entrées du bâtiment A, celle du logement et celle des bureaux, aussi seront séparées. La cour intérieure créée représentera 23% de la superficie de tout le lot. L'accès à cette cour se fera par l'entrée principale sur la rue Saint-Patrick, soit à travers une porte cochère sur la rue Island et à l'endroit du canal de fuite du côté du canal de la Chine. Ces accès seront accessibles à tous. La superficie du bâtiment A, le pôle communautaire, représente 49% de celle du bâtiment B, qui est le logement privé, sans tenir compte des logements abordables exigés aussi par la ville pour la partie privée. Le terrain dédié à la Maison Saint-Charles est une donation par le promoteur, tout comme sa participation à l'intégration du projet dans le tissu social. Le montant subventionné par le programme Accès Logis pour ce projet équivaut à environ 30 000 $ en déficit pour chaque logement construit à cause des facteurs suivants. Le terrain concerné sera décontaminé. Le coût de décontamination était une raison pour abandonner d'autres projets, ce qui n'est pas le cas ici. Et le bâtiment existant sera démoli et 20 cases de stationnement seront léguées à l'immeuble social. Une entente avec le projet voisin, qui est le MIST, a été conclue afin de laisser une ouverture de la rue Saint-Patrick vers le canal. Celle-ci sera aménagée avec de la végétation et un passage pour piétons sera accessible à tous. L'ouverture entre les 2 bâtiments aura une largeur totale de 16 mètres. Actuellement, elle a 6 mètres seulement. Une placette semi-protégée des intempéries sera aménagée à l'angle de la rue Island et du parc du canal de la Chine. Cet aménagement mettra en valeur les vestiges historiques présentés à cet endroit. Il faut dire aussi que pour mettre en valeur les vestiges de Parc Canada, il y a eu une cession de terrain qui a été faite par le promoteur à Parc Canada. Sans cette cession de terrain, c'était impossible de mettre les vestiges en valeur comme souhaite faire Parc Canada. Donc, le volume longeant le canal a été morcelé grâce à une ouverture complète au milieu du bâtiment et l'architecture de cette façade contient plus de murs rideaux afin d'alléger la volumétrie, comme on a vu tout à l'heure dans la perspective. Le nouveau projet apportera un revenu de 775 000 $ en taxes à la Ville de Montréal, comparé à 150 000 $ actuellement. Il s'agit d'un investissement privé de plus que 80 millions. Un aménagement est prévu afin de rendre accessibles les vestiges historiques présents le long du canal. Nous avons travaillé avec les tables de concertation locales. Il y a eu un dépôt de 500 lettres d'appui pour ce projet. L'aménagement paysager de la cour intérieure commémorera l'historique important du cordage sur le site. Ainsi, un rappel important de sol sera aménagé pour représenter le canal de fuite. Le projet de bâtiment social est de type clé en main et sa construction coûtera environ 16 millions de $. Si ce projet ne se fait pas, il y aura une perte de 79 unités de logements sociaux, 28 000 pieds carrés pour la relocalisation de la Maison Saint-Charles et la rue Island demeurera ouverte à la circulation véhiculaire. Cette opportunité de réaliser le pôle communautaire est possible grâce à l'appui financier du promoteur. Un nombre total d'environ 190 logements privatifs est prévu pour le bâtiment B. Le taux d'implantation du projet est de 52%. La densité approximative, incluant les vides techniques, est de 3,2. La rue Island pourrait être transformée en rue piétonnière avec un accès à la piste cyclable du canal de la Chine seulement avec la réalisation de ce projet. Un aménagement végétalisé
végétalisée, pourrait être prévue à cet endroit. Concernant l'implantation, je n'irai pas en détail, je voulais juste mentionner quelques faits. Tout à l'heure, je mentionnais le passage de canal de fuite. Donc, on voit en pointillé où se trouvait autrefois le canal de fuite. Et c'est là qu'on a décidé de diviser les deux bâtiments justement pour accentuer ce passage. Et il y a eu un travail énorme avec des représentants de la ville et notre architecte paysagiste pour commémorer le passage de canal de fuite. Comme je disais tout à l'heure, la force de ce site, c'est vraiment sa valeur historique et sa valeur patrimoniale aussi, et non pas la valeur du bâti actuel. Donc, c'est pour ça que la commémoration des activités et du passage historique était très important de les signifier. Enfin, on voit en haut pointillé en rouge à droite le terrain qui a été cédé à Parc Canada pour mettre en valeur les vestiges historiques de Parc Canada. Je veux juste mentionner très vite, quand on regarde la coupe à travers le projet, tout à l'heure, Mme Lépine a mentionné la différence de niveau entre le canal et la rue Saint-Patrick. C'est une différence de presque un étage. Il y a entre 2,4 et 2,7 mètres de nivellation. On a tenu compte de cette nivellation, puis on l'a retourné dans notre avantage d'implanter le projet. Donc, du côté du canal La Chine, on retrouve des terrasses privées qui sont séparées par de la végétation à la circulation publique. Au centre, entre les deux bâtiments, au centre du projet, on voit la cour intérieure. Et ça nous a permis aussi de faire des stationnements dans la forme un étage et demi. Et du côté de la rue Saint-Patrick, à droite, on remarque que l'entrée de plein pied au bâtiment social de 6 étages. En conclusion, le projet, avec son changement d'usage, joue un rôle d'assembleur. Il va assurer la connexion entre la zone récréative touristique à celle du milieu de vie du quartier. C'est, dans le fond, créer un grand potentiel d'habiter les abords du canal aux résidents qui ont travaillé sur les lieux. Ces résidents auront la chance de s'approprier des logements de grande durabilité par l'intermédiaire des coopératives d'habitation qui ont créé eux-mêmes dans le passé. Avec le rappel historique et la mise en valeur du site, la présence des vestiges sur le terrain de Parc Canada à proximité, il y a une démonstration du rôle historique que ce site a joué dans l'ère industrielle. Ce projet qui veut accueillir les résidents du quartier sera un élément qui s'intègre parfaitement dans son milieu. Merci beaucoup. Et merci pour être entré dans le 20 minutes pile aussi. Écoutez, vous avez entendu les deux présentations. Je vous explique comment va fonctionner. On va débuter une pause d'environ 10 minutes. Durant cette pause, si vous voulez poser une question, soit à la ville, soit au promoteur, vous devez vous inscrire au registre qui est à la table d'accueil. Vous aurez droit à 2 questions par intervention. Le registre demeurera ouvert jusqu'à environ 21 heures. Je verrai, je vous aviserai au fur et à mesure. Et vous aurez donc la possibilité de vous réinscrire. Si après vos 2 questions, vous voulez reposer des questions, bien, vous recommencez. OK? Si nécessaire, on tiendra demain soir une autre séance si on n'a pas le temps de passer à travers toutes les personnes inscrites qui veulent poser des questions. Alors, je vous invite à prendre la pause et aller vous inscrire. On se revoit dans 10 minutes. Merci.